Bonjour à toutes et à tous, c'est Judith et aujourd'hui je viens vous offrir une tranche de nostalgie en bandelette à travers cette vidéo dédiée au film La Momie. Alors oui, vous allez me dire, t'es bien gentil, mais des films La Momie, il y en a un paquet. Et oui, ça c'est clair. Justement, on va en parler et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y en a autant des films sur les momies, mais plus particulièrement autour de l'exemple du film de Stephen Sommers sorti en 1999 avec Brendan Fraser et Rachel Weisz. Si vous êtes à peu près de ma génération, il y a des chances pour que La Momie fasse partie de vos premiers souvenirs de cinéma, très marquants. Parce que pour ma part, je l'ai vu en salle dans mon enfance et il faisait partie des premiers films aussi explosifs que je voyais sur grand écran. Et ça m'a mis une petite claque. Je dis explosif pour essayer de résumer le fait que c'est un film d'aventure, mais aussi d'action, qui prend ses racines dans l'horreur, mais qui a aussi un certain ton comique. Et au milieu de tout ça, c'est aussi un film bourré de CGI, à une époque où c'était pas encore si répandu d'en voir autant. D'ailleurs, ça se voit à la qualité des 10 CGI qui aujourd'hui piquent un peu les yeux. Enfin quoique, en comparaison des effets numériques des deux suites du film, Le Retour de la Momie et La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon, ainsi que les préquels sur le Roi Scorpion, finalement, ces CGI-là, c'est du Michel-Ange. Mais bref, on y reviendra. Reprenons les choses depuis le début, et par le début, j'entends l'an de grâce 1932. 1932, c'est la date à laquelle sort au cinéma La Momie. Enfin, mais non, pas cette momie-là. Ces imbéciles. Le film en noir et blanc réalisé par Karl Freund, avec Boris Karloff dans le rôle principal. Et oui, il est toujours bon de rappeler que Karloff n'a pas été que la créature de Frankenstein chez James Whale. Il a aussi eu des rôles très différents, variés et divers chez Universal, comme celui de cette satanée momie. Mais ce que je m'apprête à vous raconter, c'est bien plus que l'histoire d'un simple remake fait pour de la tunasse. C'est l'histoire de la fascination du monde occidental pour la mythologie égyptienne. Eh ben, par Jupiter. C'est l'histoire d'une renaissance au sein de l'industrie du 7e art, l'histoire de la suprématie d'une créature puissante et monstrueuse qui a su mettre à genoux un public assoiffé de contes macabres. My purpose in life is to witness this moment. Bref, en gros, le but de cette vidéo, ça va être d'expliquer en quoi le film La Momie est un phénomène presque miraculeux au sein de l'histoire du cinéma, et en particulier du cinéma d'horreur et d'action. Déjà, on va commencer par parler un peu de ce que c'est qu'une momie. Enfin, surtout ce que c'est qu'une momie de cinéma, parce que je me doute que vous voyez à peu près le délire des corps embaumés, des bandelettes, des tombeaux secrets, tout ça. Dans les films, la momie, c'est donc effectivement le corps d'une personne décédée, il y a un paquet de temps, qui a été embaumé et enfermé dans un sarcophage avant d'être réveillé ou ramené à la vie par une malédiction ou autre. Thématique évidemment inspirée de la légende selon laquelle les personnes qui profaneraient le tombeau d'un pharaon seraient immédiatement maudites, comme certains ont pensé que c'était arrivé avec le tombeau de Toutankhamon. En cela, la momie pourrait être un zombie comme les autres, et encore une fois, je parle bien de cinéma, parce que le zombie et la momie prennent leurs racines dans des cultures complètement différentes. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que le film réputé pour être le premier film de zombie, c'est White Zombie, et qu'il est sorti au cinéma en 1932, comme la fameuse momie incarnée par Boris Karloff. À la différence que des momies, on en voit à l'écran depuis la naissance du cinéma, puisque même Georges Méliès a réalisé en 1899 un film appelé Cléopâtre, dans lequel il est question de la momie et du fantôme de la reine égyptienne. Mais bon, c'est bien le film avec Boris Karloff qui a popularisé cette figure et en a fait un incontournable parmi les Universal Monsters des années 30. Bref, si la momie n'est pas un zombie comme les autres, justement, en dépit de son statut de mort-vivant, c'est parce qu'au-delà de son origine égyptienne, elle ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et vous allez voir, c'est important pour analyser correctement le phénomène du film de Stephen Sommers. Contrairement aux zombies, la momie conserve une personnalité et des ambitions. Elle n'est pas là pour manger de la cervelle, mais dans les cas qui nous intéressent, pour retrouver un amour perdu. En somme, là où le zombie n'est plus que l'enveloppe corporelle d'une personne, un amas de chair en putréfaction dépourvu d'humanité, la momie c'est tout le contraire. Peut-être d'ailleurs que cette caractéristique vient de la pratique même de l'embaumement, qui vise à assécher et conserver le corps comme pour vaincre sa condition de chair périssable. Ce qui reste dans une momie de cinéma, justement, c'est précisément son esprit. Évidemment, on ajoute à ça qu'en ce qui concerne les films dont on parle ici, la momie est aussi dotée de grands pouvoirs mystiques. Tout ça donne un être au potentiel poétique et romantique formidable, qu'on peut presque rapprocher du vampire. Voyez d'ailleurs comme le film de 1932 a pu servir d'inspiration au Dracula de Coppola, avec cette histoire de fiancée morte tragiquement et réincarnée des siècles après en une jeune femme que la créature veut séduire de nouveau. A l'inverse, le Dracula de Coppola a sans doute lui-même nourri la momie de Sommers, avec cette séquence d'ouverture dans le passé montrant la damnation originelle d'Imhotep. Et c'est pas pour rien si le cinéma s'est emparé de cette figure et en a fait un monstre culte. Ces films et leur succès s'inscrivent dans une tendance connue qui s'appelle tout simplement l'égyptomanie. C'est une fascination occidentale pour l'Égypte antique et toute l'imagerie qui s'y rattache. Présente dès le Moyen-Âge, cette obsession atteint un paroxysme au moment où Napoléon part faire sa campagne d'Égypte en 1798, avec l'intention de conquérir le pays.
Je vous la fais courte, mais l'égyptomanie n'a jamais disparu depuis. L'obélisque du Luxor a été placé au beau milieu de la Concorde, le tourisme s'est développé, les musées se sont enrichis de momies et autres objets acquis plus ou moins légitimement. Bref, en 2 temps 3 mouvements, nous voilà avec des Tomb Raider et des Astérix dans tous les sens qui se passent en Égypte. Ça fait plaisir. En tout cas, l'idée forgée parce que des siècles de regards européens ont fait de l'Égypte. Donc bref, oui, on peut dire qu'il y a un lien finalement assez direct entre Napoléon et le film de Steven Sommers. Mais avant Sommers, c'est donc Universal Pictures qui va propulser la momie au rang de grande figure horrifique du cinéma. Après l'original de Karl Freund, les films s'enchaînent avec La main de la momie, La tombe de la momie, Le fantôme de la momie, La malédiction de la momie et l'inévitable autoparodie avec un Abbott et Costello. Ces films ne sont pas toujours des succès, mais ils sont produits pour 3 fois rien, donc ils valent quand même le coup. Et leur prolifération ancre le motif de la momie dans la tête du public. Dans les années 60, c'est la Hammer, successeur britannique d'Universal sur le terrain de l'horreur à bas prix, qui prend le relais avec une nouvelle série de films. Avec leur propre star Christopher Lee en tête d'affiche du premier film, la Hammer enchaîne La malédiction des pharaons, Le maléfice de la momie, Dans les griffes de la momie et La momie sanglante. Bref, j'aime mieux vous dire qu'au cours du XXe siècle, on en bouffe de la bandelette. Les années 70 et 80 connaissent une sorte de calme après la tempête. Mais en fait, c'était tout autant un calme avant la tempête, puisque dans les années 90, voilà que Universal Pictures veut remettre son monstre au goût du jour. Pourtant, dans le catalogue des Universal Monsters, il y a des tas de choses. Des fantômes, des vampires, des loups-garous, des hommes invisibles, des créatures aquatiques, j'en passe et des meilleurs. Pourquoi choisir la momie alors ? Comme je l'évoquais précédemment, on peut y voir l'influence du Dracula de Coppola, de 92, qui avait fait d'un mythe horrifique une fresque romantique et actuelle. Je pense que c'est peut-être aussi parce que la momie faisait partie des créatures les moins dépoussiérées à cette époque. Autant le vampire et le loup-garou avaient déjà connu des réadaptations modernes, autant la momie avait été laissée sur l'image kitsch de la Hammer. C'est également un monstre qui ne prend pas sa source dans une adaptation littéraire et était donc peut-être moins rabâché. Steven Sommers, lui, dira qu'il était particulièrement attiré par la momie, parmi les Universal Monsters, parce que c'était le seul monstre qui lui faisait frontalement peur, là où la créature de Frankenstein évoquait la pitié par exemple, et Dracula, lui, avait une dimension plus sexy. D'un pur point de vue business, l'idée de remaker un vieux classique pour en faire un blockbuster à succès moderne est réussie en tout point. Tant mieux pour Universal parce que le développement du film ne fut pas de tout repos. Après que des réalisateurs comme Clive Barker, Joe Dante ou Wes Craven aient failli réaliser le film et que le scénario ait été réécrit maintes et maintes fois. À cette époque, Universal arrive dans une période financièrement compliquée après plusieurs échecs dont Babe le cochon dans la ville, et mise finalement gros sur Sommers et sa vision du projet pour rebattre les cartes. En tout cas, le pari fut complètement réussi pour Universal et même au-delà de leurs espérances, parce qu'au début du projet, le studio souhaitait relancer une franchise horrifique pas chère, comme dans les années 30, pour pas plus de 10 millions d'euros. Au final, le film de Steven Sommers en coûtera 80, mais bref, ça vaudra carrément le coup puisqu'il en rapportera 416. Bonjour. Là, c'est sûr que du côté budget comme du côté recette, on joue carrément dans une autre catégorie que les films Universal Monsters originaux. Alors pourquoi est-ce que ça a si bien fonctionné ? Par rapport aux anciens, on peut déjà noter que le ton n'a rien à voir. Là où La momie de 1932 était un film d'épouvante assumé, avec une atmosphère mélancolique, presque lugubre, où l'intrigue romantique autour de la réincarnation était au premier plan, Steven Sommers préfère se diriger vers un film d'aventure et d'action qui privilégie le sensationnel et les touches d'humour. Forcément, le public est donc plus large et en appelle autant aux fans de monstres qu'aux fans d'Indiana Jones, de Lara Croft ou de Georges de la Jungle. Et oui, en haut de l'affiche, on retrouve le jeune premier montant de l'époque, Brendan Fraser, et à ses côtés Rachel Weisz, habituée des productions plus indépendantes. Le film achève d'en faire de véritables stars, même si la carrière de Fraser connaît un arrêt tragique après que l'acteur soit victime d'une agression sexuelle quelques années plus tard, et que Rachel Weisz continue à se consacrer à des films globalement plus auteurs par la suite. Mais l'énorme changement de ce remake par rapport à l'original, il passe aussi et surtout par la révolution numérique qui est déjà en train de battre son plein à l'époque. Et j'aime mieux vous dire que Steven Sommers a plongé tête la première dedans pour donner vie à son projet. Alors oui, ça pique un peu les yeux, mais on peut dire que ça ose. Pas moins de 15 millions de dollars sont consacrés à la réalisation des seuls effets spéciaux. Ceux-ci sont assurés par la société ILM, Industrial Light and Magic, créée initialement par George Lucas pour Star Wars et qui a à peu près géré les effets spéciaux de tous les gros films depuis Retour vers le futur à Total Recall, en passant par Willow et Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et qu'on aime ou pas le rendu des CGI, force est de constater que Sommers ne les utilise pas pour rien. En tout cas, pas toujours. Par exemple, lorsque Rick se bat contre les multiples momies des prêtres d'Imhotep, les effets numériques permettent de faire des plans plus longs, plus ludiques, où les monstres se font déglinguer sans avoir besoin de couper au montage. Grâce à ça, le réalisateur s'amuse avec sa caméra, chorégraphie ses scènes de bagarre, et en arrive à ce joyeux bazar d'action à la fois léger, mais utilisant volontiers des éléments horrifiques. Cela dit, les effets numériques ne servent pas que dans la mise en scène d'action. Au contraire, l'envie de Sommers était d'inventer un design de momie qui soit à la fois
fois réaliste et effrayant, plus moderne et bien loin de l'image galvaudée d'un type enroulé dans du PQ. Le réalisateur veut que le corps de la créature se régénère à chaque victime, et pour ce faire, il faut que les différentes couches d'os, de muscles séchés et de tendons soient visibles et évoluent dans une même image, même en plan serré. Pas étonnant donc qu'ILM se retrouve à travailler sur plus de 140 plans au sein du même film. Alors non, La Momie n'est pas le premier film à utiliser des tonnes de CGI, c'est clair. Quelques années avant, en 96, le film Cœur de Dragon proposait le premier personnage principal de live-action entièrement créé en numérique. La même année, Mars Attacks s'était bien conclu dans du numérique un peu cheap et second degré. Bref, ces techniques, c'était pas du jamais vu, mais La Momie fait peut-être partie des premiers films grand public à en faire une utilisation aussi décomplexée, inventive, parfois même un peu outrancière. Ce qui a bien sûr rapidement vieilli, mais qui a aussi permis de lui donner un côté très fun et moderne à l'époque de sa sortie. Libre à vous de décider si aujourd'hui ça fait son charme ou pas, dites-le nous en commentaire. Bref, en tout cas, c'est un contrat parfaitement rempli pour ce film de mon enfance, et peut-être aussi de la vôtre, qui réussit complètement à réunir le public autour d'une vieille franchise, ici totalement dépoussiérée, et même placée à l'avant-garde du progrès numérique dans l'industrie du 7e art. Bravo l'équipe, bien joué. Alors tout ça c'est très bien, mais personnellement je distingue quand même une petite ombre au tableau que Universal Pictures n'avait peut-être pas pressenti à l'époque. On l'a dit, l'idée d'Universal était de relancer une franchise d'horreur bon marché comme dans le temps. Et mis à part le fait qu'on oublie le côté bon marché, mais qu'on garde bien l'aspect cheap, en tout cas pour les suites, ça a fonctionné. Le Retour de la Momie, sorti en 2001 avec le même casting et réalisé par le même Steven Sommers, voit son budget augmenter légèrement, mais ses recettes aussi, donc les calculs sont bons, Kevin. Et même dans le cas du troisième volet réalisé par Rob Cohen, La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon, on est sur un budget encore un peu supérieur, 145 millions, pour des recettes tout à fait correctes à 403 millions. Et avec la série de films spin-off sur le Roi Scorpion, même si le premier a coûté 60 millions, pour les 4 suivants, on n'était plus sur cette fameuse économie bon marché. Et d'ailleurs, ces suites ont toutes été produites pour le DTV. Mais à ce stade, Universal n'était plus que distributeur et non plus producteur. Bref, oui, avec cette momie, il semblerait que les Universal Monsters étaient prêts à renaître de leurs cendres et à tout casser. Sauf que ça s'arrête là. Pas de renouveau du loup-garou, pas de renouveau de l'étrange créature du lac noir. Est-ce que Universal avait pour ambition de remettre au goût du jour le catalogue qui avait fait leur réputation à une époque? Ou est-ce que c'était juste un one-shot? Ça aurait semblé logique de creuser le sujet. D'ailleurs, Steven Sommers a quand même réalisé son Van Helsing en 2004, toujours sous l'égide d'Universal, mais sans que le phénomène soit comparable à celui de la momie. Dans un premier temps, il est question non pas de s'intéresser à d'autres monstres, mais de faire continuer encore la franchise de la momie. 3 autres suites à la tombe de l'Empereur Dragon sont dans les cartons, lorsqu'en 2012, Universal annule tout bonnement le projet pour annoncer travailler sur un reboot. Et c'est là que les choses se compliquent et que Steven Sommers commence à se retourner dans son sarcophage. Enfin, il le ferait sûrement s'il était mort, mais aux dernières nouvelles il va bien, alors... Oui, parce qu'avec l'annulation de ce projet, Universal lance enfin ce qu'on croyait qu'ils avaient déjà commencé à faire, à savoir établir les prémices de leur nouveau Dark Universe. En d'autres termes, rebooter tous les Universal Monsters pour en faire tout un tas de franchises modernes, et je vous le donne en mille, oui, qui feraient toutes partie d'un même univers, ou multivers, ou trou de verre, ou peu importe. La première esquisse de cette ambition aurait été Dracula Untold, sorti en 2014, qui est là aussi une redite du mythe par Universal. Mais une redite non seulement mauvaise, et au succès très moyen, donc pétard mouillé. À part ça, plutôt que de surfer en temps et en heure sur le succès déjà acquis du premier film La Momie, Universal a préféré laisser traîner pour nous pondre un reboot en 2017 pour encore relancer la machine des Universal Monsters, alors que le film de Steven Sommers s'en était très bien chargé quelques années auparavant. Et qu'il suffisait de lui emboîter le pas, mais bref. En plus, tout ça pour nous servir ce reboot vraiment tout pourri, donc réalisé par Alex Kurtzman avec Tom Cruise et Sofia Boutella, à des années-lumière d'être aussi divertissant et créatif que le film de Steven Sommers, et n'étant bien sûr absolument pas effrayant, le film ne trouve jamais le bon ton et ne fait qu'empiler les séquences clichés et les incohérences. Résultat, le film est mal accueilli par la critique et le public, avec 410 millions de recettes. Alors vous allez me dire que c'est presque autant que les recettes du film de 99. Oui, mais c'est sans compter l'inflation et le fait que ce film-là a coûté presque 200 millions et pas seulement 80. Résultat, Universal tire un trait sur ce projet de Dark Universe dès ce premier essai. D'ailleurs, cet échec cause aussi l'abandon du projet du reboot de L'Homme Invisible, qui sera finalement mené à bien par Blumhouse en 2020 avec un film plutôt réussi pour le coup, mais qui ne fera donc pas partie de ce Dark Universe Universal. Mais alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué de marcher aujourd'hui dans les pas de Steven Sommers et de refaire le pari qu'il avait gagné à l'époque? Alors oui, évidemment, il y a le fait que ça fonctionne mieux quand on fait un bon film déjà, c'est sûr. Enfin, au moins un film pas mal. Mais pourquoi c'est si compliqué de faire de l'Universal Monster de qualité aujourd'hui?
J'ai mon idée sur la question et je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. Je pense qu'il faut commencer par regarder la manière dont est cité le British Museum dans les films de la franchise. Dans le film de 1932, comme dans celui de 99, le célèbre musée anglais est une sorte d'entité un peu absente, mais qui semble être l'institution faisant autorité sur la question de l'Égypte antique et des momies. C'est pas étonnant parce que le British Museum détient une collection très impressionnante de momies, et ce depuis sa fondation au XVIIIe siècle. Dans Le Retour de la momie, le conservateur du musée est en fait l'un des méchants du film, et veut réveiller les pouvoirs d'Imhotep. C'est intéressant de noter cette évolution, parce que dans le film de 1932, le personnage de Boris Karloff mentionne à un personnage anglais que seuls les membres du musée peuvent toucher ces objets rituels sacrés, et qu'il n'y est lui-même pas autorisé d'un point de vue religieux. Le film évoque donc une sorte de dépossession de cette culture par les Occidentaux, et Le Retour de la momie va encore beaucoup plus loin en faisant du conservateur du musée un méchant qui fait n'importe quoi avec les forces du mal. En réalité, les films traduisent à ce moment-là la même peur qui habitait les archéologues à une certaine époque, lorsqu'ils profanaient des tombeaux et que des rumeurs de malédiction planaient sur eux. Cette peur, c'est celle d'être punis pour avoir touché de trop près, voire s'être approprié abusivement une culture étrangère. Les films parlent de cette crainte, mais n'hésitent bien évidemment pas à porter un regard caricatural sur ce folklore et à faire incarner presque tous les personnages par des comédiens absolument pas égyptiens, surtout dans les années 30 évidemment. Ça n'empêche pas la qualité du film, bien sûr, mais aujourd'hui, avec plus de recul sur ce que peut être un regard avec un biais colonisateur, et surtout sur la manière dont le British Museum s'est largement enrichi au fil des siècles en pillant littéralement les trésors des pays étrangers désormais exposés dans ses vitrines, ça semblerait étrange de refaire la même chose de la même manière. En tout cas, si on devait le refaire aujourd'hui. Le film de Sommers est très bien, celui de Karl Freund aussi. Mais est-ce que le principe même de ces films peut réellement être rebooté de nos jours? Est-ce que le mieux ne serait pas de revisiter le mythe de la momie plus en profondeur, en tout cas davantage que ne l'a fait le film avec Tom Cruise bien sûr. Aujourd'hui c'est tout simplement plus difficile de romantiser ou de fantasmer, et donc aussi parfois de stigmatiser les cultures étrangères de cette façon. Évidemment qu'on en est passé par là, mais nos manières de raconter des histoires évoluent sans arrêt, et la seule manière de faire revenir les Universal Monsters, c'est de les faire davantage évoluer aussi. On peut aussi faire le parallèle avec la Hammer qui tente également de temps en temps de renaître de ses cendres avec des films comme La Dame en Noir sorti en 2012. Mais à sa grande époque, la Hammer, même si ses productions me fascinent et qu'il y a dans le tas plein de films que j'aime beaucoup, c'était beaucoup d'érotisation de violences sexuelles et de sexisme par exemple. Et c'est pas pour ça qu'on peut pas aimer ces films-là, c'est juste que ces aspects étaient tellement ancrés dans l'ADN de la marque Hammer que c'est évidemment très compliqué de faire revivre ça aujourd'hui. Et tant mieux quelque part. C'est un peu pareil avec les Universal Monsters, dont l'écriture et la conception même sont extrêmement marquées par les biais pas super éclairés de l'époque. Donc pour leur redonner vie aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'Universal fasse davantage que reprendre une trame générale et mettre des effets spéciaux et des scènes d'action par-dessus. En fait, il faut avoir l'ambition réelle de réécrire ces personnages avec un regard beaucoup plus actuel, et on pourra alors avoir une superbe nouvelle galerie de monstres. C'est un peu ce que Lee Whannell a fait avec Invisible Man en 2020, et aussi ce qui s'est passé avec Renfield en 2023. Cette comédie horrifique réalisée par Chris McKay, avec Nicolas Cage dans le rôle de Dracula et Nicholas Hoult dans le rôle de son familier. Et là aussi, il s'agit d'un film Universal très actuel et basé sur un Universal Monster, et Renfield aurait d'ailleurs fait partie du Dark Universe si celui-ci n'avait pas été enterré avec la momie. Malgré ses gros défauts, ça reste une proposition vraiment différente et que pour ma part, j'ai trouvé plutôt très sympathique. C'est clair qu'on est très loin du film dit d'épouvante, mais finalement je trouve qu'on y retrouve un peu de la fraîcheur et du n'importe quoi qui avait rendu la momie de Stephen Sommers aussi cool à son époque. Mais bon, là, la recette n'a pas pris du tout car le film a malheureusement fait un four apocalyptique, ne récoltant pas même l'équivalent de la moitié de son budget. Donc peut-être qu'on est sur la bonne voie, mais qu'il va quand même falloir appuyer un peu sur la pédale du grandiose et de la qualité si Universal veut un jour recréer la magie. En fait, à mon avis, la momie de Stephen Sommers est arrivée pile à un moment où tous ces monstres avaient besoin de renaître, mais aussi avant que les mentalités changent vis-à-vis des monstres classiques, permettant cette espèce de passerelle mi-kitsch, mi-moderne entre les monstres du cinéma d'avant et ceux du cinéma d'aujourd'hui. Un petit miracle en soi, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un pouce en l'air et tout et tout. Pour soutenir la rédaction d'Écran Large, vous pouvez aussi vous abonner à notre site. Et oui, beaucoup de nos articles sont en accès libre, mais on réserve le meilleur à nos abonnés, notamment avec nos dossiers rétrospectifs. Et si jamais vous préférez écouter des podcasts plutôt que lire, ça tombe bien parce qu'on a aussi un podcast qui s'appelle La Réu d'Écran Large. Bref, il y en a pour tous les goûts, alors j'espère que vous nous rejoindrez et moi je vous dis à très vite.